Avant les routes en Nouvelle-Calédonie, tout s'organisait par la mer. Du transport de passagers au transport de marchandises, sur des bateaux construits pour certains à même la baie de la Moselle, en suivant un savoir-faire anglo-saxon. Le petit cabotage était très pratiqué et offrait la possibilité aux habitants de travailler en tant que matelot ou capitaine. La société Le Tour de Côte est fondée en parallèle au petit cabotage privé. Subventionnée, elle permettait le ravitaillement et le transport des habitants de la côte Est et Ouest. C'était une grande animation. Et à chaque coup de canon annonçant son arrivée, la foule se précipitait sur la plage. Mais la vie en mer n'était pas toujours très réglementée, ou en tout cas les règles n'étaient pas toujours très surveillées, et nombreux sont les drames qui sont survenus. C'est après la Seconde Guerre mondiale que le cabotage s'est modernisé et les moteurs se sont ajoutés aux voiles. Le cabotage, c'est un terme un peu vaste, c'est-à-dire que en Nouvelle-Calédonie, donc on parlait du grand cabotage. Grand cabotage, c'est les bateaux qui quittaient Nouméa pour se rendre donc sur la côte est de l'Australie. Ensuite, on a ce qu'on appelle le petit cabotage. Le petit cabotage, c'est donc déjà un cabotage local qui nous permet donc d'aller de Nouméa sur les points comme Bélep, comme les Loyautés, comme l'île des Pins. Et la troisième catégorie, c'est le bornage, c'est-à-dire c'est vraiment une navigation avec des petites embarcations qui permettaient d'aller d'un port à un autre, par exemple de Nouméa à La Foix, de La Foix à Koumak, etc. C'est lorsque les gens ont commencé à s'installer donc sur le bord de mer, à Nouméa, que les premiers centres de colonisation sont mis en place, que le cabotage a démarré. Il y avait ce qu'on appelle, à partir de 1872, les liaisons subventionnées, c'est-à-dire c'était des bateaux beaucoup plus conséquents que les côtres en bois qui étaient construits localement. Les navires subventionnés étaient des navires qui étaient souvent achetés en Australie, souvent des vieux bateaux, mais qui étaient aidés à l'époque par la colonie. Les liaisons routières avec Nouméa ne se faisaient pas. Donc finalement, le transport des passagers sur les deux côtes, que ce soit côte est ou côte ouest, était fait par ce tour de côte. Je suis Jean-Marc Boulanzou, donc l'héritier en droite ligne de M. Boulanzou Gaston, qui était à l'époque le directeur du tour de côte, qui participait donc à desservir la côte est et la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie par bateau. Alors, là, nous avons M. Boulanzou, M. Gaston Boulanzou, qui était le directeur de la Société du Tour de Côte. Donc, il est à son bureau dans la villa qu'occupait le Tour de Côte dans la rue Gallieni de Nouméa. Le Tour de Côte a été surtout équipé de plusieurs navires. Et dans l'ordre, on retrouve où ils ont vraiment démarré, c'était avec le Saint-Antoine, qui a malheureusement fini sur un récif, pas loin de la passe de l'entrée de Nouméa. Ensuite, ils ont eu le Saint-Louis. Et quelques années plus tard, mon grand-père, donc en qualité de directeur du Tour de Côte, a été à Sydney avec un expert mandaté par la société pour acheter un nouveau navire qui s'appelait le Mawata. Alors là, c'est une vue du Mawata à Sydney et leur choix s'est porté sur ce navire qui leur paraissait tout à fait convenir pour la mission qui devait être la mission de ce navire de transport, qui l'a ramené de Sydney à Nouméa. Ils ont terminé la société avec le Néo-Hébridé, un bateau plus moderne et plus récent. Alors là, nous avons quelques images des gens
qui faisaient les voyages. Ils appelaient ça une croisière touristique sur le Mawata, à l'île des Pins. Il y avait le gouverneur de l'époque, un secrétaire général et un groupe d'amis. Alors là, c'est sur le Mawata, c'est ma tante Arlette qui était avec le pilote du navire. Et c'était ma tante dans ses 18 ans révolus. Simple passagère, hein, en touriste, toujours sur le Mawata, oui. Nous avons le commandant de Rességuier qui commandait le navire, accompagné du pilote sur la gauche de la photo, ma tante Arlette au milieu, et à l'extrémité droite, mon grand-père, donc le directeur du Tour de Côte, M. Boulanzou. Alors celui-là, c'était le Mawata. Alors là, vous avez 2 vues de passagers sur le Mawata. Alors là, nous avons une photo qui regroupe la majorité des officiers et matelots du Saint-Vincent de Paul, un navire de la société Calédo-Nickel, et cet équipage servira sur le Mawata par la suite. C'est la maison familiale, oui, qui date depuis plus de 100 ans. Voilà Cannonball. Voilà le canon, hein, qui était utilisé sur les bateaux du Tour de Côte quand ils arrivaient dans les villages ou les tribus. Ils tiraient le canon à la poudre noire pour avertir que le bateau arrivait. Donc les gens dans le lointain entendaient le son du canon et ils savaient qu'il y avait un navire qui arrivait. Tandis que les autres bateaux, les petits côtres, eh bien eux c'était souvent des propriétaires privés, ils avaient souvent leur bateau à eux. Et ces bateaux ont été très divers, c'est-à-dire que vous aviez aussi bien des bateaux à voile, même des bateaux à aubes, à roues à aubes. Ensuite, il y a eu des bateaux à moteur, etc. Donc tout ça, c'était du cabotage privé. Localement, donc, il y a eu une grosse construction qui était non seulement répartie à Nouméa. Nouméa, c'était la baie de la Moselle, surtout la baie de la Moselle. Il y avait des chantiers navals tout autour de la baie de la Moselle. Mais il y avait également des charpentiers de marine qui étaient installés partout, que ce soit à Bélep, à Lillart, que ce soit sur la côte Est, à Goro, que ce soit à Point-d'Imier, que ce soit sur la côte Ouest aussi. Donc il y avait des charpentiers de marine, ils ne faisaient pas tous de la publicité, donc on ne retrouve pas toujours leur nom dans les journaux d'époque, mais ils construisaient des bateaux. Même aux îles, donc à Lifou par exemple, il y avait un charpentier de marine qui construisait des bateaux. On sait qu'au Bélep par exemple, c'était des côtres, des petits côtres qui étaient construits, et on pense que c'est un Australien, un métis anglais, puisqu'à l'époque ce n'était pas l'Australie, mais un métis anglais et la maman tongienne, qui a appris aux gens de Bélep à construire des bateaux. Et ça, dès les années 1860. Donc vous voyez, c'est quand même, ça remonte dans le temps. Et ce savoir-faire, donc, ce sont ces Australiens qui arrivaient. À la baie de la Moselle, il y avait un charpentier qui s'appelait Asmus, également d'origine donc anglaise, etc. Donc tout le savoir-faire est venu de ces gens, certainement des gens qui ont navigué. La période faste, c'est donc la période où les chantiers navals de la baie de la Moselle, entre 1920 et 1939, étaient très nombreux. Il y en avait 5 et il y avait environ 115 ouvriers qui travaillaient tous les jours sur ces chantiers.
Et là, sur ces panneaux, là, on rappelle rapidement l'histoire de ces bateaux. Par exemple, là, il s'agit de petits côtes privés. Hein, là, il s'agit du Dada qui a été construit en 1937, 12 mètres de long. Voilà, le Dada, qui était le côtre du grand chef Henri Nestlin, donc de Marais. Hein. Pour moi, le Dada, c'est vraiment le dernier des côtres loyalsiens. Marais, il y avait énormément de côtes. Les grands chefs Nestlin, qui se sont succédés de 1880 jusqu'à Henri Nestlin, jusque dans les années 59, eh bien, avaient énormément de côtres. Tous ces côtres qui venaient des îles Loyauté, hein, qu'on appelait les Loyalty à l'époque, qui naviguaient dans des conditions pas évidentes, parce que il faut quand même se rappeler que le phare Amédée, c'est 1865, et le Cap Noir, c'est un petit peu après, mais qu'il n'y avait aucun balisage pour les routes maritimes. C'est-à-dire que la tour de Goro, par exemple, n'existait pas, hein, avant 1952, le phare de Yaté n'existait pas, la tour de Bonance n'existait pas, etc. Donc, la navigation de ces côtes était quand même très aléatoire, hein, et ma foi, s'ils se faisaient prendre par le temps, eh bien, ma foi, ils s'arrêtaient dans une baie et puis ils attendaient que le mauvais temps passe. Et donc les passagers n'étaient pas très regardants sur les horaires. La réglementation maritime en Nouvelle-Calédonie a toujours été quelque chose d'important, mais qui n'a jamais été suivi dans les faits. On manquait de capitaines. Lorsque j'ai retrouvé dans les archives un document qui dit qu'en 1895, pour éviter que ces côtes soient trop surchargées, et on les autorisait à ne pas dépasser une trentaine de personnes à bord. Donc lorsqu'on voit que ces côtes faisaient 12 mètres, on se représente un petit peu la densité de personnes qui étaient sur le bateau, entre équipage et passagers. Jusqu'au drame de la Monique, finalement, la réglementation était très laxiste et n'était pas appliquée par l'administration, que ce soit la direction du port ou la direction des travaux publics. Avant l'arrivée des Américains, donc la plupart de ces petits côtres, hein, ces côtres loyalsiens, n'étaient pas des bateaux à moteur, c'était des bateaux à voile uniquement. Les Américains, ont amené, eux, des bateaux à moteur. La voile était terminée pour eux. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Américains sont partis, ils ont vendu des moteurs de ces petites embarcations. Donc on a mis ces moteurs sur les côtes. Je m'appelle Jacques Nozeran. Je suis né à Nouméa d'un père gendarme et d'une mère calédonienne. Dès mon plus jeune âge, vers les années, j'avais 14-18 ans, je commençais une carrière de 40 années dans la marine marchande. Je voulais apprendre ce métier de marin, j'aimais la mer. J'ai débuté ma navigation, j'étais encore au lycée La Pérouse et pendant les grandes vacances, j'étais employé en qualité de matelot, plutôt homme à tout faire sur un caboteur qui s'appelait le Molipa 3. C'était un ancien ferry du port de Sydney qui devait mesurer 18 mètres de long, qui marchait 7 nœuds et on faisait le service subventionné sur l'île des Pins. Pour aller à l'île des Pins, on mettait 10 heures et on transportait passagers et marchandises. Et en arrivant à l'île des Pins, le bateau servait un petit peu de magasin d'Uniprix, si vous voulez. Les gens venaient acheter un petit peu les boîtes de conserve, la farine, le sucre, etc. Et on revenait sur Nouméa et on faisait ça 2 fois par mois. Et souvent, au cours de l'escale de l'île des Pins, le gendarme nous invitait à dîner le soir. Et la femme du gendarme tenait la poste à l'époque à l'île des Pins. Donc ils étaient contents de nous avoir parce qu'on leur ramenait verbalement des nouvelles toutes fraîches de Nouméa qui dataient de 10-12 heures ou de la veille.
C'était très convivial, l'escale de l'île des Pins était très conviviale. Les gendarmes étaient contents de nous voir, la dame était contente de nous avoir, on apportait des journaux, des revues. Alors du matin au soir, lorsque j'allais chercher les gens à terre pour venir au magasin, il n'y avait pas de propulseur, donc c'était à l'aviron. Donc je peux dire que je profitais de me muscler parce que à longueur de journée, je faisais des allers et de retour. C'était comme ça, et le soir, on était un peu fatigué. Le lendemain, on chargeait de la marchandise et on faisait route sur Nouméa à nouveau avec 10 heures, 11 heures, suivant le temps qu'il faisait. C'était homme à tout faire, on était vendeur, on était matelot, on était mécanicien. Il y avait 2 moteurs à essence dessus ce bateau. Bon, un coup ça marchait, un coup ça marchait mal. Mais enfin, on y arrivait quand même, on arrivait toujours à bon port. Et d'ailleurs, je pense que c'était 2 moteurs à essence, et en plus de ça, qui étaient de marques différentes. À échappement libre, ce qui fait que lorsqu'on passait au large du Mont d'Or, les gens savaient que le bateau passait au bruit que l'on faisait. L'équipage a été vite composé, il y avait le capitaine Louis Ponce et Jacques Nozeran, hommes d'équipage. Alors quelquefois, on avait un troisième mélanésien, l'île des Pins ou autre. Mais en général, à 2, écoutez, on faisait 10 heures de bar. Bon, la nourriture à bord, il n'y en avait pas, il n'y avait pas de frigidaire. Alors si on partait de Nouméa le matin à 7-8 heures, à midi, on ouvrait une boîte de conserve, on avait quand même du pain qu'on achetait à la boulangerie Merci sur le quai avant de partir. Puis voilà, c'était la vie de l'époque. J'ai embarqué ensuite sur un bateau qui s'appelait l'Henriette, qui appartenait à un Chinois, M. Le Din Cao, un seul moteur. Donc on faisait confiance au moteur pour pas qu'il tombe en panne. Et comme capitaine, nous avions un Tahitien qui s'appelait Jean Helm, qui était un très très bon capitaine, un très bon chanteur, un très bon guitariste aussi. Là, nous desservions les îles Loyauté. Bon, le bateau, c'est un bateau de 18 mètres de long. On était chargé, au départ, on chargeait de la marchandise pour les îles. Et au retour, on revenait avec du copra notamment et des passagers. Les journées, quand même, dans les îles étaient très longues parce qu'on commençait à charger le matin. On faisait des journées de 8, 10, 12 heures à la file. Et quelquefois, on changeait de poste la nuit pour ne pas perdre de temps de chargement pendant les heures ouvrables de la journée. Bon, sur certaines îles, on ne mouillait pas devant chaque tripu. Il y avait une Jeep qui circulait sur la plage à OVA, chargée de sacs de copra qui les débarquaient. Donc on embarquait ces sacs de copra dans les embarcations. Des embarcations, on les embarquait sur le bateau, ce qui veut dire que sur le plan musculaire, on se développait. Il y avait, à l'aller, il y avait un peu toutes les maisons de commerce qui nous livraient la marchandise par carton, le ballon, le barreau, la revraise, tout ça nous livrait. Ça, c'était surtout du fret totalement différent. Le retour, en général, c'était uniquement du copra, des sacs de copra. Vous savez, point de vue engin de navigation, on n'avait pas grand-chose. On avait un simple compas magnétique et puis c'est tout. Et surtout le savoir-vivre des capitaines. Bon, aller sur l'île des Pins, il y a quand même beaucoup de récifs. Et le capitaine Ponce, qui était un très bon capitaine, qui connaissait bien ses routes, on avait un compas magnétique, c'est tout. Par contre, sur le Molipa 3, nous n'avions pas de radio. Sur l'Henriette, on avait une radio et on avait plusieurs vacations par jour avec la station côtière de Nouméa, y compris une veille de sécurité sur le 2182. Mais nous n'étions pas présents à chaque vacation puisqu'on travaillait. Donc si on sautait une vacation, la station radio ne se faisait pas trop de soucis. Alors, si on sautait plusieurs vacations, à ce moment-là, ils commençaient à s'inquiéter, à se dire, tiens, où ils sont passés. Bon, mais dans l'ensemble, ça marchait très bien. Alors, le Pilou-Pilou, lorsque je suis revenu de métropole, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Honoré Pantaloni, qui voyait le développement touristique de la Nouvelle-Calédonie. Et il m'a dit un jour, j'ai vu un bateau à Tahiti qui s'appelle l'Amoé. Et ce bateau, je l'avais connu au cours d'une escale à Tanger. Et je le retrouve à Tahiti.
Il me dit, moi je voudrais acheter ce bateau pour essayer de développer la croisière de luxe en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous voulez aller le chercher? Wow, je dis, moi j'aime bien la mer et les bateaux, je dis, allez, allons-y pour l'aventure. Donc je suis reparti sur Tahiti, là, alors à ce moment-là comme capitaine, avec un équipage néophyte qui était des employés d'une maison d'aconnage. Et on a fait route sur Nouméa. J'avais promis à la maison Barrault d'être de retour pour le Père Noël, pour ramener le Père Noël à Nouméa. Donc on a quitté Tahiti. L'équipage qui pensait faire une croisière de luxe avec de la bonne nourriture et autres était tout content. Une maison de commerce à Tahiti nous a fait cadeau de cartons de poulet poitrot, de corned-beef. Alors inutile de vous dire que Tahiti-Nouméa, le repas matin et soir, c'était corned-beef, corned-beef, corned-beef. Et on est arrivé le 23 décembre à Nouméa comme prévu. Donc on a mis à peu près, je crois, 12 jours, ou entre 7 et 10 jours pour arriver à Nouméa. C'est un bateau qui marchait bien, le Pilou Pilou. C'est un bateau qui marchait 18 nœuds de croisière, 24 nœuds en pointe. Donc on l'a exploité en fin des comptes sur le trajet 2 fois par semaine sur Nouméa, Île des Pins. On avait donc là que des passagers, hein, on avait que des passagers. Quelquefois, on a fait avec le Pilou Pilou aussi des îles Loyauté. Bon, sur l'île des Pins, ça a permis de développer un petit peu. Il y avait un hôtel qui s'est ouvert par Augustine, il me semble. Donc ça a permis d'amener du monde vers cet hôtel. Et puis le manque un petit peu, ce bateau est arrivé peut-être d'une façon précoce à Nouméa. Il n'y avait pas assez de monde, tout ça. J'ai quitté M. Pantaloni avec beaucoup de regrets de quitter ce beau bateau pour prendre la direction de la Société océanienne de remorquage et d'assistance en Nouvelle-Calédonie, société qui existe toujours d'ailleurs actuellement. Et là, j'ai recommencé une carrière de 10 années. Mais j'étais content parce que j'étais le directeur, j'étais le capitaine, j'étais le secrétaire, j'étais le planton. Bon, c'est une vie que j'aimais bien, c'est une vie indépendante. Et puis au bout de 10 ans de remorquage, d'assistance, on apportait quand même assistance à l'Hiver Prosperity qui était à côté du phare de Bollary. On apportait assistance au gros cargo des messagers maritimes Vaucluse. On apportait assistance au patrouilleur la Bayonnaise qui s'était échoué à Lifou. On apportait assistance à la Diepoise qui était échouée sur le Tabou, à la vedette Maridé qui était échouée aussi sur l'île aux Canards. Et puis on apportait assistance à plusieurs plaisanciers comme ça, mais ça faisait partie aussi du métier. Souvent les plaisanciers, on ne faisait rien payer d'ailleurs, on y allait, on les ramenait. Voilà. Mais j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, lorsqu'on raconte nos aventures sur ces petits bateaux, tout ça, ça n'intéresse pas les jeunes, ça n'intéresse personne. Pour terminer, je dirais que je préfère ma marine à moi que celle d'aujourd'hui. Ces gros vapeurs donc, qui ont servi pendant plusieurs années, donc ont desservi la côte Est, qui ont desservi la côte Ouest, etc. Eh bien, en fin de vie, c'était des vieux bateaux déjà, les vieux bateaux qui étaient à bout de course. Eh bien, on les a relégués donc à la baie de la Moselle. Et puis aujourd'hui, ces bateaux, ils sont sous la scorie du nickel. Il y a un parking à la place, il y a le Bout du Monde, le restaurant Le Bout du Monde, il y a l'hôtel de province, de la province sud. Donc ils sont là-dessous. Donc lorsqu'on va sur les quais, on marche sur eux. Mais des personnes ont quand même sorti les ancres, et ces ancres donc, de certains bateaux se trouvent à la baie de l'Orphelinat. Donc ce sont des témoins finalement encore de ces vieux vapeurs, donc là je ne parle plus de côte, je parle de vapeurs, qui ont donc fini leur vie en Nouvelle-Calédonie. Et d'autres aussi ont fini leur vie sous la scorie du nickel et se trouvent sous l'usine du nickel, où se trouve également à l'ensoiré qui a été recouvert de nickel aussi,
Donc sous Lascaurie, vous avez encore une dizaine de bateaux qui ont fait l'histoire de la Nouvelle-Calédonie.